C'est rare, je trouve, dans une famille de pouvoir se demander pardon toutes les semaines, quoi. Bonjour à tous, vraiment nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre émission du duel au duo. Et avec Marilène, nous avons le privilège d'accueillir nos enfants pour cette session. Et nous allons aborder la question des conflits dans le couple et en particulier sur l'éducation des enfants. Et rien de tel que de les avoir autour de nous pour en parler et être des témoins qui l'ont vécu concrètement. Et aujourd'hui, on va se souvenir d'un certain nombre d'événements qu'on a vécu et qu'on a mis en place. Et je vais commencer par dire qu'il y a des approches et des sensibilités vraiment différentes qui sont liées à d'où nous venons. Dans le cadre d'un couple, nous venons avec une éducation, avec une sensibilité, une personnalité, une histoire. Et c'est de part et d'autre. Et quand on les croise spontanément, et les différences apparaissent. Et c'est ça tout l'enjeu des conflits qui peuvent peut-être être une occasion de croissance, de repenser d'où nous venons nous-mêmes, comment on a été construit, et ce qui s'invite dans l'éducation de nos enfants. Et de ce fait, je me souviens qu'en tout cas, moi j'ai grandi dans une famille où on raisonnait beaucoup, et on devait expliquer le comment du pourquoi. C'était vraiment très agréable d'ailleurs pour moi. Et ce qui fait que dans mon éducation, sans y réfléchir, au moment où les enfants se sont mis à parler, d'ailleurs c'est à ce moment-là que je suis entré en scène, le fait de raisonner, d'expliquer le comment du pourquoi, c'était un grand plaisir pour moi. Alors que moi, je viens d'une famille où la parole ne circulait pas trop, quoi. C'était beaucoup implicite. Donc en fait, c'était en ça, d'abord, notre premier choc de culture. C'était plutôt sur la forme de communication familiale, du coup intrinsèque. L'éducation des enfants, mais le couple, pour moi, ça a été l'école de la communication, l'école de l'amour, mais l'école aussi de la communication, et notamment dans la parentalité, quoi. Et je voudrais rajouter qu'en ce qui me concerne, à partir de l'âge de 10 ans, j'ai grandi dans une fratrie sans parents. Ça a l'air de rien, et c'est pour ça que quand on relit son histoire, ça fait une différence dans sa manière d'éduquer, parce que grosso modo, j'ai été éduqué dans l'adolescence par mes grands frères et mes grandes sœurs. Et donc, c'est pas mes parents, et dans l'interaction, c'est pas la même chose, c'est pas mes parents. Donc, ok, tu dis si, ils ont une autorité, mais c'est pas la même, et du coup, raisonner, je suis pas d'accord, je veux ceci, je négocie, je ceci, c'est là. Mais ça explique beaucoup de choses, en vrai. Ça explique beaucoup de choses, ce qui fait que quand moi, après, je deviens parent, je retransmets une manière d'aborder l'autorité, c'est-à-dire l'autorité, elle n'est pas en mode je suis le grand Manitou et tu... Non, mais on est dans une dynamique, on s'écoute. Ah ouais, non, mais j'avais pas vu ça, machin, truc. Et du coup, ça vient en conflit avec une approche peut-être un peu plus. On pose un cadre, on affirme. Toi-même, tu es éducatrice de jeunes enfants, il y a plein d'éléments qui font que tu es impliqué dans l'éducation des enfants avec un certain nombre de proches et de sensibilités. Et c'est des tensions. C'est obligatoire que ça produise des tensions. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que dans le couple, c'est vraiment des sujets importants. Nous, on l'a fait chemin faisant, cette analyse d'où on vient, ce modèle d'éducation. Et c'est vraiment important de se faire des petites soirées où on parle, on dit c'était quoi le modèle de tes parents, de construire un projet un peu parental, déjà sur les valeurs avant, même si on sait qu'il y a toujours un grand delta entre la théorie et la pratique, et ça tout le monde en est conscient, mais au moins ça nous permet de nous approprier notre propre éducation reçue et de dire là où on veut aller. Nous, on avait un point commun, déjà il y avait le respect, je trouvais que c'était une belle richesse dans la culture africaine que Rodrigue incarnait, que là j'étais à fond derrière lui, et du coup voilà, après on s'ajuste, mais nous on l'a fait chemin faisant avec... et particulièrement à l'adolescence où nous on travaillait tous les deux à fond et c'était une famille du coup qui grandit beaucoup en autonomie, même si voilà, avec beaucoup de responsabilités. Les enfants rentraient le midi, mangeaient seuls, donc il y avait des temps où ils étaient souvent ensemble. Alors, peut-être la première question serait sur la manière dont vous perceviez cette différence d'approche, de sensibilité et puis d'éducation. Moi, je pense que ça se voyait particulièrement, du coup, quand vous n'étiez pas ensemble. Quelque chose de... quand vous étiez ensemble, c'était assez aligné parce que vous, dans vos regards et dans votre communication, souvent, vous étiez d'accord. Par contre, quand maman était seule ou quand toi, t'étais seule, des fois, on se rendait compte qu'il y avait une approche qui était fondamentalement différente. Et du coup, ça crée un espace aussi, peut-être quand t'es ado,
t'essaies de grappiller ce que tu peux dans ce désaccord qu'on sent au fond, quoi. C'est de l'intelligence, Mais par contre, je pense que c'est quand même une richesse d'avoir appris à argumenter, à comprendre pourquoi est-ce qu'on me demande ça, pourquoi est-ce que moi, en tant qu'individu, j'ai envie de le faire ou pas. Tout ça, c'était très intéressant. Mais en même temps, dans notre relation avec maman, ça a créé, je pense, un déséquilibre. C'était pas son mode de communication et on essayait de reproduire un mode de communication qui était naturel avec papa. Et du coup, ça, c'était pas facile. Mais je pense que ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'en créant les réunions de famille le dimanche, on a créé des espaces de communication où tout le côté argumentation, expliquer comment je me suis sentie, pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça, pourquoi est-ce que j'ai répondu ça, et essayer de comprendre un peu ce qui se passait derrière le manque de communication parfois, ou la dispute qui éclate, ou l'incompréhension. Ça, je trouve que c'était chouette. C'est une belle façon de réconcilier vos deux façons de faire. De dire qu'au quotidien, maman, peut-être en live, cette discussion de on argumente et je t'explique pourquoi est-ce que je veux que tu fasses ça, ça te convenait pas. Et en même temps, le fait d'instaurer en tant que famille toutes les semaines des moments où on avait ces règlements de conflit, remise à niveau, rappel de comment on voulait vivre répartition. Ouais. Voilà. Je me souviens que c'est intervenu à une période d'adolescence où franchement il y avait besoin justement de s'expliquer, puis voilà, et entre vous des séquences où c'était quand même compliqué, et du coup on a proposé de mettre en place des conseils de famille dont tu parlais, ces réunions à peu près hebdomadaires où on faisait le point sur à la fois des principes qu'on avait expliqués. Je me souviens, j'avais essayé de donner des règles du jeu à la fois dans les rencontres de conseils de famille, mais à la fois dans la vie de famille, quoi. Donc, en les rappelant régulièrement, en leur redonnant du sens, redonnant un cadre, je pense que ça a quand même pas mal aidé. Alors, je ne sais pas si vous aviez quelques mots à dire là-dessus. Moi, c'était une vraie réponse, je pense, à un besoin, parce qu'en écoutant maintenant un peu plus vos histoires et d'où vous venez, dans la fratrie, ça crée une vraie espace pour pouvoir revenir sur des choses où en live, bah, tu n'as pas les ressources, tu es des entre-deux, et ça monte vite en émotion, en fait. Dans les disputes, ou même dans des trucs tout simples de logistique, on a des tâches qui débarrassent pas, le repas, les horaires, vu qu'il y avait une vraie forme de... On était beaucoup en fratrie quand même, et il y avait des moments où aussi on savait que vous alliez être là, et du coup comment est-ce qu'on revient sur des choses qui se sont passées, sachant qu'il n'y avait pas vous qui étiez présente dans le moment. Moi étant l'aînée, je savais que c'était un lieu ressource aussi, de revenir sur des trucs où moi j'avais... C'était plus compliqué à résoudre sur le moment avec Ben ou Adèle dans notre dynamique à trois. Donc avoir dans la semaine un espace comme ça, c'était rassurant et ça doublait un double effet de les gros cas ou les trucs qui étaient vraiment tendus. On pouvait les apporter, on pouvait vivre l'émotion des fois un peu en différé parce que sur le moment tu peux pas trop ou tu es trop énervé. Du coup, il y a beaucoup de moments qui étaient, je me rappelle, ado, qui m'énervaient profondément. Et quand j'en parlais en réunion de famille, finalement, j'étais beaucoup plus triste de l'événement qu'en colère par rapport à l'événement. Parce qu'entre deux, je voyais que ça venait... Enfin, ça me permettait de mettre des mots sur des choses. Et ça, je trouve que ça m'a vraiment aidée, adolescente, à comprendre un peu mes émotions aussi, à pouvoir les dire, tout ce qui est demande de pardon aussi. Et ne serait-ce que de dire ce truc-là m'a blessée ou m'a touchée. Mais des fois, c'est en le disant que tu te rends compte que ça t'a touché. Ça, c'est des vraies compétences dans des relations intimes et proches qui aujourd'hui me sont très utiles. Donc, je pense que je l'ai appris avec vous, en famille, de dire je réalise que ça, en fait, ça a eu un effet plus que juste sur le moment, c'était nul. C'est que ça dit ça sur moi, le respect, je ne me suis pas sentie respectée là. Pourquoi ? Je sais pas, ce truc-là, je l'ai vécu comme une humiliation. Mais quelqu'un d'autre aurait pu le vivre autrement, mais je parle finalement de moi. Bref, ça, j'ai trouvé ça très utile et très bon d'avoir un espace comme ça toutes les semaines. Et oui, c'était très utile et très bon, et nécessaire même. Après, il faut s'adapter à tous les enfants, les cas de figure, etc. Moi, je pense que je suis aussi l'une des raisons principales de cette création d'espace, parce que j'étais aussi le sujet principal des problèmes, on va pas se mentir. Voilà, parce que le respect, c'est important. Moi, le truc qui me marque vraiment, c'est il faut pas taper. Et oui, tous ces espaces-là,
m'ont aussi, moi, permis d'avoir un cadre où il y a eu une répétition de faut pas faire ça, tu as refait ça, mais on réexplique, et même si la frustration est toujours là, et au final, il y a des choses profondes à aller traiter, j'ai grandi avec la certitude que, ben, au final, il y a eu une raison à toutes ces corrections, ou à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, ça a vraiment été expliqué et encadré. Et ça, c'est vraiment sain, hein, surtout pour des petits garçons ou des adolescents qui posent un peu problème. On va dire ça comme ça. L'un des fruits que moi je vois de cette culture qu'on a établie ou de cette pratique, c'est de libérer la parole, d'être libre de dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Du coup, dans notre famille, je sais qu'aujourd'hui, on en récolte les fruits. C'est-à-dire, on se retrouve, ben, c'est facile de dire alors comment tu vas, et puis qu'est-ce qui se passe, et puis où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu vis. Je pense que ça a développé aussi une sorte de culture de la parole libre, et puis de s'exprimer, et puis de s'écouter aussi. Alors en fait, il y a eu une évolution. Au début, on était beaucoup sur l'argumentaire, l'analyse. Et après, on a été sur l'accueil des émotions. Il y a eu des étapes, en fait. C'est comme ça, en fait, qu'on apprend aussi à faire vivre ces espaces de communication avec... Rodrigue a une grande capacité d'analyse, moi, je l'ai un peu moins, plus intuitive. Donc, du coup, on progresse un peu chacun, mais il y a la facette émotion, la facette raisonnement, la facette... et je crois que ça nous a fait tous grandir, en vrai. Moi, je dirais que quand même, je trouve un des plus beaux trésors de ces moments-là, c'est qu'à la fois, c'est de la résolution de conflits, de l'organisation, mais c'est aussi un espace où on s'est beaucoup demandé pardon. Et c'est rare, je trouve, dans une famille, de pouvoir se demander pardon toutes les semaines, quoi. Parce qu'en fait, on se fait du mal, en fait, même sans le vouloir, des petites choses, des petits trucs, des fois plus graves, des trucs qui s'accumulent. Mais c'est un espace où, du coup, on peut exprimer nos frustrations, mais c'est un espace où on a appris à se remettre en question et à demander pardon. Et ça, assez régulièrement, même dans votre parentalité, je trouve que ça crée un espace où vous-même, vous pouvez demander pardon Oui. sur des choses que vous aviez mal faites ou que vous regrettiez sur un temps passé. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Alors, je me souviens d'un moment de vacances, parti en Hollande chez des amis, et moi, je veux les honorer, et Anna Storvogel. Et puis, il se trouvait qu'on mangeait avec eux, on était dans leur maison, et puis, ils posent une question spontanée à vous, les 3 enfants, en disant « Mais comment vous avez vécu ?» Parce qu'eux, ils étaient pasteurs, comme nous, et ils questionnaient la manière dont vous viviez l'engagement assez intense, notre engagement assez intense dans l'Église. Et donc, c'était un moment particulier, parce qu'on était présents, et vous deviez spontanément répondre à ça, alors qu'on n'en avait jamais parlé. J'ai un peu flippé, mais franchement, j'étais impatient de savoir ce qu'ils allaient dire. Et du coup, ça va ouvrir une nouvelle séquence là, à la vidéo, mais je préfère que vous vous exprimiez ou que vous redisiez courtement ce que vous avez répondu. Moi, je me souviens pas de ce que j'ai dit précisément, mais ce que je pense en général, c'est le fait que il y avait peut-être pas... Vous étiez quand même beaucoup pris, maman par le travail, papa par l'église, et du coup, les deux combinés, ça faisait que vous aviez beaucoup de soirées ou de week-ends qui étaient pris quand même. Vous étiez des gens très actifs et engagés. Et en même temps, je trouve que dans les moments qu'on passait ensemble, notamment toute cette culture de partager ce qu'on vivait vraiment, partager comment on allait, beaucoup se livrer, j'ai l'impression que la qualité des moments qu'on passait ensemble en famille ou individuellement avec chacun de nos parents était très qualitatif, quoi, intense en termes d'intimité. On n'a pas une culture de on joue ou on parle du temps ou des banalités de la vie, quoi. J'ai l'impression que dès qu'on se retrouve, il y a quelque chose de très intense. Ce qui fait que même pendant l'adolescence, alors même qu'en termes de temporalité, on se voyait peut-être pas très souvent par rapport à d'autres types de familles ou de rencontres, j'ai l'impression qu'on se connaît vraiment et qu'on partage des choses très intimes et que ça a bien participé au fait de compenser le... Peut-être qu'au quotidien, vous êtes un peu moins là, mais quand on se voit, on s'aime beaucoup et on se dit les vraies choses. Et du coup, on garde ce lien d'intimité alors même que parfois, au quotidien, ça peut manquer de régularité, quoi. Moi, donc moi, ce qui me marque, pareil, le souvenir est un peu flou, mais je me souviens que quand on me pose cette question-là par rapport à l'engagement de l'Église et travail, etc., qu'il y avait de la place pour qu'on puisse exprimer nos vrais besoins et qu'il y avait de l'ajustement, en fait. Donc, en fait, oui, il y avait... vous étiez très pris, donc ça, je pense que c'est un truc aussi dont je me souviens, mais ce qui me marque le plus, c'est quand j'avais besoin vraiment
un sujet ou de présence ou que quelque chose soit ajusté, en plus de le dire, il y allait avoir un ajustement dans votre emploi du temps ou dans votre rythme, que ça allait être entendu. Je pense que enfant, d'avoir cette conviction-là, ou enfant, ado, etc., ça a marqué qu'il y avait vraiment de l'amour et qu'il y avait une priorité pour nous. Alors priorité, vous ne pas dire que tous les soirs vous alliez forcément être là, mais qu'il y allait avoir l'espace pour que le besoin profond puisse être répondu. Et ça, moi j'avais besoin peut-être de vous voir peut-être plus régulièrement sur des points. Je ne sais plus comment ça s'est traduit, mais je me rappelle que des besoins profonds ont été exprimés et qu'il y a eu une réponse à ça. Alors, justement, pardon, je te coupe, je te redonne la parole. Je me souviens clairement qu'à un moment donné, vous l'avez exprimé, vous n'êtes pas assez là, on ne voit pas assez. Et il y a une phrase qui m'a percuté. L'un de vous, je ne me souviens plus qui, je voudrais avoir des rendez-vous pastoraux avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu fais avec les autres, qu'on sait, que tu nous racontes des fois, puis c'est des moments, on a l'impression que c'est important pour les gens. Moi, j'ai entendu ça, je dis, mais oui, mais on va organiser les choses. Parce que les mercredis, je les avais à la maison. Les mercredis, on va avoir des rendez-vous, c'est pas pastoraux, parce que c'est mes enfants, donc c'est un moment de qualité. On se retrouvait un à un et j'étais concentré avec la même attention, la même présence, la même énergie. Et je me disais, mais je veux donner ça, et plus encore à mes enfants, et pour que ça crée un espace spécifique. Donc c'est exprimer d'un côté un besoin, dire, bah oui, c'est un manque, et trouver une solution adaptée. Et du coup, il me semble que ça a été un match. Oui, je pense que c'était un match. Les rendez-vous du mercredi sont devenus un rituel, une institution. Ouais, crêpes. Et en fait, je pense que ça dépend aussi comment on est constitué en tant que personne. Mais moi, vu que mon langage de l'amour premier, c'était le temps de qualité, donc d'avoir du temps d'attention concentrée de la part d'un de mes parents, me donner cette vraie certitude d'être aimé, indépendamment du temps d'entre deux. Donc je pense que l'effet qualité et attention venait combler un vrai besoin et qu'il y a eu une réponse dans un calendrier à quelque chose qui a été exprimé où on voyait que vu que votre temps était beaucoup à l'extérieur, quand vous étiez là, comment faire pour que chacun soit vraiment rejoint. Et moi en particulier, c'était les temps de qualité. Qu'on vivait beaucoup en groupe, mais de la part d'un parent, c'était comme s'il y avait besoin de plus d'espace. Et c'est devenu le rituel des mercredis où chaque enfant tournait soit les moments crêpes, je ne sais pas si c'était une semaine, la rotation, comment elle se faisait, mais c'était très apprécié, très précieux. Et ça permet de débloquer des choses voilà, et de se sentir aimé, en fait, vraiment. Oui, alors je pense que le principal a quand même été dit. C'était vraiment ça, la réponse à, ok, ils sont très pris, mais s'il y a un besoin, ils sont là. Et il y a le mercredi qui a été créé comme espace pour répondre à ce besoin. Mais je pense qu'il y a aussi un point qui a joué, c'est qu'on était pleinement heureux d'être avec eux pour le faire également. Dans le sens où papa, il prépare ses prédications, il nous en parle pendant 2 semaines, et ensuite ça arrive à l'église, et il nous prend en exemple dans ses prédications. Du coup, il y a un côté où ça embrasse, sauf qu'on est aussi vachement à l'écoute, passionné par ce qu'il se raconte, par ce qu'il vit. Et c'est pareil pour les invitations, il y en avait plein à la maison, mais on n'était pas énormément frustré par ces invitations parce qu'on passait des temps de qualité avec les gens, on les invitait à la maison. Il y a un côté où on l'a embrassé et ça nous correspondait. Et je pense que ça aurait été plus compliqué si on avait été un peu en opposition face à ça, face aux valeurs, Et il y a un côté où ça match bien sur ces points-là. C'est très pertinent, je trouve. Oui, l'accueil, mais aussi cet adage que j'aime beaucoup, hein, pour ceux qui me connaissent, il faut tout un village pour éduquer un enfant. On est sur l'éducation, et je dois dire, les parents ne sont pas suffisants. Et l'approche de la famille nucléaire qui dit les 2 parents, là, ils doivent porter le fardeau, la responsabilité d'éduquer seul, c'est compliqué. Et c'est là où vivent les couples mixtes, parce que, en tout cas dans mon cas, cette dynamique qui s'appuie sur d'autres figures. Là, je vais citer Tati Babou et Tonton Greg. Mais je veux dire, dans notre famille, Tati Babou et Tonton Greg, ils font partie. Je les cite juste pour exemple, il y en a d'autres. Mais c'est pour dire, ces points d'appui font une vraie différence quand nous-mêmes, on peut ne pas être suffisant et d'accepter qu'on doit être complété et de l'accepter, pas juste le subir ou dire, mais là, on est obligé. Non, ça fait partie du système, ça fait partie du village. Et c'est dans ce sens où ceux qui étaient invités participer en partie à trouver aussi un certain équilibre, harmonie dans
dans la vie de famille. Un parallèle peut-être avec d'autres situations, mais on a quand même aussi grandi dans une communauté, une église où il y avait beaucoup de gens de notre âge, vous avez beaucoup d'amis, il y avait un côté où même les moments passés à l'église à vous attendre des heures, en fait, on vous attend des heures avec beaucoup d'amis et on joue. Il y a un côté où, je pense, c'était beaucoup de moments où vous n'étiez pas là, mais aussi beaucoup de moments de joie, d'amitié. L'alternative, c'était pas vous attendre seul sur un canapé. Enfin, je veux dire, je pense que ça peut être des moments qui sont difficiles quand c'est vraiment de l'attente et que l'attente n'est pas agréable, quoi. Je pense qu'on a eu la chance d'être entouré par énormément de gens et toute une équipe pastorale qui avait aussi des enfants de notre âge. Oui, c'est vrai. Et donc ça a créé toute une amie qui, je pense, a aussi beaucoup aidé à ce qu'on le vive. Moi, je me souviens, j'étais très contente de vivre 4 heures d'attente avec mes meilleures copines, quoi. Donc c'est aussi, je trouve, un élément. Et en fait, par rapport à l'histoire du village, moi, ça me fait penser à beaucoup de vos amis qui étaient aussi très engagés, avaient des enfants qui vivaient la même chose que nous. Donc en fait, je sais pas comment dire, ça crée une sorte de solidarité entre enfants, aussi de responsables ou de personnes qui étaient très prises. Donc ça, c'était vraiment une chose. L'autre chose qui m'a marquée aussi, c'était que les sujets que vous traitiez, parce que ça, oui, on parle de l'église, mais c'était des gens, c'était des histoires de vie, c'était hyper intéressant en soi. Les invitations, les personnes qui venaient. Donc moi, je me rappelle petite, aimer ces sujets, ces discussions. Donc c'était, je veux dire, votre travail. Je le voyais pas comme juste le travail de papa et maman, mais il y avait un vrai intérêt en fait pour ce qui vous passionnait, parce qu'en fait vous êtes aussi passionné, investi, et vous donnez du cœur et de la relation et du temps, mais on était invités dedans. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que moi je pouvais être à table et me sentir totalement le droit d'avoir accès à l'information, accès à ce qui se disait. Voilà. Ça m'intéressait, donc ça a créé aussi une appétence pour les choses profondes, pour les discussions de cœur, etc. Donc, de sentir que c'est pas aller jouer dans votre chambre ou aller séparer un peu comme ça faisait que je me suis sentie vite légitime, incluse. Ça, c'était très, très riche aussi. Donc, j'en garde aussi un bon souvenir, en plus du fait que ça demandait beaucoup de votre temps de présence, parfois à l'extérieur, des fois dans la maison, mais voilà. Alors, avant de conclure et que chacun puisse dire un dernier mot, je voudrais m'adresser à tous ceux qui peuvent traverser des situations difficiles, soit parce que les enfants sont dans l'adolescence, c'est les fratries, c'est douloureux, ou c'est des familles recomposées. On peut traverser des situations compliquées, mais il y a des solutions en créant des espaces qui libèrent la parole. Ça, c'est une des clés. Et de donner l'occasion à ce que les enfants expriment aussi leurs besoins profonds. Et ça s'apprend, comme tout. C'est une pratique régulière et ça s'apprend. Et travailler sur, s'accorder sur les valeurs de l'éducation. Nous, on l'a fait chemin faisant. Mais je pense que, quelle que soit l'étape où vous êtes, vous pouvez prendre du recul et vous mettre d'accord sur le cadre, le climat, les valeurs essentielles qu'il faut répéter, non seulement en individuel, mais aussi en collectif, pour qu'il y ait une culture commune. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps. Peut-être vous avez juste un dernier mot à dire en vous adressant directement à ceux qui nous écoutent. Il y a toujours un petit chemin, j'ai envie de dire. Il y a toujours un petit chemin, même si on a l'impression que la communication, ça va être très compliqué, qu'on ne pourra pas... voilà. Le fait de dire, allez, ok, on ouvre ces petits espaces-là, et bien en fait, ça nous dispose à baisser les armes. Et puis, le processus se met en route, quoi. Il y a toujours des imperfections, mais ça ira toujours de mieux en mieux avec des réajustements. Et il faut commencer et au final, ça ira de mieux en mieux. Voilà. Non, Parce que ce soit les réunions de famille ou autres, avec le temps, ça a évolué. Et aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir partager directement en profondeur, pleurer et complètement être... vulnérable grâce à tout ce chemin-là qui a été parcouru. Je dirais, par rapport à l'imperfection, que l'idée, c'est de trouver quelque chose qui vous ressemble avec votre famille. On a quelque chose, j'ai l'impression, qui est très nous, qui s'est construit au fil du temps. Mais d'essayer le modèle, et bien exactement ce que Ben a dit, de dire que ce sera imparfait, il y aura de l'ajustement, mais à la fin, ça aura un bon goût parce que ça aura rassemblé tout le monde dans sa diversité. On a des personnalités très différentes, des besoins différents. Et un espace commun fait que quand tout le monde trouve sa place, c'est beau et ça crée quelque chose en termes d'identité de famille qui est hyper précieux et qui ensuite chacun s'en saisit dans sa propre famille et sur comment il l'adapte.
Mais je trouve que, voilà, que l'imperfection laisse beaucoup de place à l'humilité, à la demande de pardon, à l'ajustement du modèle pour que ça soit plus juste pour tout le monde, quoi. Et c'est ok de faire à côté pendant un moment et de l'ajuster au cours du temps. On apprend surtout des erreurs et des à côté et ça unit et ça attache les cœurs, quoi, ensemble. Parce qu'on traverse même de dur. Voilà. Ouais, moi, ce que je dirais, c'est comme pièce à emporter, je dirais, c'est de créer des espaces pour demander pardon, demander à ce qu'on nous demande pardon. C'est vrai, ouais. Non, mais je trouve que c'est vraiment un trésor qu'on a créé de vulnérabilité, mais aussi de dire ça m'a blessé et j'aimerais bien qu'on prenne l'espace pour que tu comprennes comment je me sens et que tu puisses essayer de réparer à ta manière, quoi. Donc, ouais, je vous invite, même si c'est pas forcément une réunion de famille, mais de dire cet espace régulièrement, de à la fois se rendre vulnérable de ce qui au fond de nous en fait est resté comme émotion et à la fois se remettre en question pour essayer de réparer ce qu'on peut faire sans vouloir. Alors, le mot de la fin pour moi, ce serait de dire nous sommes en train de partager tout ceci aussi avec les pièces rapportées. Et je trouve qu'ils adoptent cette culture de partager, de se livrer, qu'ils sont très à l'aise avec ça. Parce que je crois que c'est un bain, c'est quelque chose qui est posé et on est très heureux aussi qu'on puisse le vivre avec eux. Donc ça présage de belles choses pour la suite. Donc on vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez apprécié ce temps, n'hésitez pas à le partager avec des gens que vous aimez et puis à faire des commentaires. Nous serons très heureux d'échanger avec vous.